Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, un épisode complémentaire pour aller plus loin sur d'autres sujets. On va vous parler notamment de robotique, de choses très très concrètes qui nous ramènent une fois de plus à la réalité, d'une rubrique aussi savamment intitulée le Festival des bonnes idées. Vous allez voir de quoi il retourne. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve dans le même contexte d'enregistrement que l'épisode hebdomadaire, à savoir le soir d'Halloween après être allé réquisitionner les bonbons chez les gens, avec Guillaume Poggiasfala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va, on a les dents un peu moins bon état, mais ça va. Eh oui, forcément, le sucre a fait son effet. Je te confiais mon amour, tant pis je balance la marque, mais pour les Mawam, parce que j'aime beaucoup les bonbons Mawam. Et voilà, j'ai été en piquer un entre l'enregistrement de l'épisode hebdomadaire et le supplément à mes enfants dans le saut d'Halloween de leur récolte. Ils n'y ont vu que du feu. Je suis donc paré pour aborder les news que tu as collectées pour ce supplément, pour que nos éditeurs soient sûrs d'avoir fait une veille complète de l'actualité des nouvelles technologies, et ce, dans les moments qui leur vont le mieux et qui leur sont le plus disponibles, dans les transports par exemple, pendant qu'ils font du ménage ou qu'ils font du sport. Et si jamais vous êtes convaincu de Tech Café, j'en profite pour vous rappeler, mais vous le savez sans doute, que le financement participatif sur Patreon est évidemment toujours dispo, qu'il est disponible pour le montant que vous souhaitez y mettre et pour la durée pour laquelle vous souhaiterez participer, et ça nous permet très concrètement de continuer à vous proposer cette émission de la meilleure qualité possible, et de votre côté, à l'inverse, de profiter d'un podcast sans la pub, puisque vous recevez un flux qui vous est dédié rien qu'à vous, un flux privé, dans lequel vous pourriez avoir des épisodes complémentaires qui auraient juste les soutiens sur Patreon, mais aussi et surtout donc ne pas être exposé à la pub. En attendant, sans autre forme de procès, Guillaume, et sans rentrer plus dans un luxe de détails d'introduction, il faut vraiment qu'on parle de profondeur et de robots en l'occurrence. C'est une rubrique, pour tout dire, qu'on avait prévu d'aborder dans l'épisode hebdomadaire, mais on a dû s'étaler un petit peu plus sur les sujets qui étaient prévus, donc on en profite pour parler de robotique, notamment dans le cadre de cet épisode supplément, avec finalement un sujet qui aurait toute sa place dans un épisode 100% Halloween, parce que quelque part, moi, je trouve que ça me fait peur. C'est un nouveau robot, ou une nouvelle utilisation plutôt des robots de Boston Dynamics qui fait peur. Alors d'habitude, c'est les robots humanoïdes qui font des choses complètement bluffantes, etc. Là, pas forcément de choses qui, sur le plan de la robotique, nous bouleversent, mais pour autant, il y a une dimension particulièrement gênante qu'ils ont essayé, et je les soupçonne, de le travestir de manière rigolote avec quelques accessoires. De quoi s'agit-il, Guillaume ? Écoute, c'est vrai que ça fait bizarre. Je sais pas ce qui leur est arrivé chez... Qu'est-ce qui leur est arrivé chez Boston Dynamics, franchement. Tu sais qu'on a tous des coups de fatigue, je comprends, tu vois. Voilà, on a des coups de mou, je sais pas, on se sent seul au labo. Tu passes 80% de ton temps éveillé avec un robot chien. Bon, voilà, tu finis par lui mettre un chapeau et des yeux en plastique. Qui peut te jeter la pierre, franchement. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Vous vous souvenez peut-être de ce à quoi ressemble un robot Spot. Alors on a dit que c'est des robots chiens. Ça ressemble pas trop à un chien. Ça a bien 4 pattes, mais enfin ça s'arrête là. Il a même un bras et une pince au bout à la place de la tête, ce chien. Mais bon, justement, une pince, ça s'ouvre et ça se ferme. Comme une bouche, donc voilà, avec un chapeau de cow-boy, on dirait Indiana Jones, un petit peu, non ? Oui. En tout cas, il n'en fallait pas plus, voilà, Spot a un haut-parleur, un micro, des caméras, il a une pince qui peut faire une bouche, et donc on va l'interfacer avec ChatGPT, et le faire parler comme un vieil explorateur, comme un guide de musée, ou comme un Nemo de première S, enfin non, comme un poète shakespearien, comme ils disent, et bon, voilà, en 2 séances de loisirs créatifs, finalement, on a un robot Muppet, qui te fait la visite tout seul, dans les locaux de Boston Dynamics, en prenant diverses personnalités à la demande. C'est marrant, c'est un peu bizarre, mais ça montre quand même la versatilité incroyable des modèles dont on dispose, parce que ça n'a pas été très long à faire. Juste quelques ajustements finalement, des prompts bien sentis, un logiciel évidemment pour relayer les images prises par la caméra, GPT-4, le son évidemment, etc. Bon, c'est pas automatique, il y a quand même eu du travail. Mais enfin, c'est pas si dur que ça, finalement. Le plus dur, il est fait, finalement, c'est d'avoir les gros modèles de langage et les gros modèles multimodaux qui est difficile. Mais le reste, c'est pas si dur que ça, et finalement, on a montré au robot, on a montré finalement à GPT-4, un schéma avec des descriptions succinctes de l'architecture des lieux. Et après, écoute, il se déplace dedans tout seul, parce que Spot, il sait se déplacer tout seul, déjà, de toute façon, et il parle, et il répond, parce que, voilà, GPT-4, il parle et il répond. Et GPT-4V, il voit les choses, il peut les interpréter, il peut commenter dessus, etc. Et au final, on a un robot qui parle, qui voit, qui interagit à la voix, qui marche tout seul.
tout en montrant des traits de personnalité qui sont assez rigolos volontairement, hein, bien entendu. Et c'est vraiment bluffant, finalement. C'est bluffant et c'est plein d'autres choses aussi, parce qu'effectivement, c'est un truc de science-fiction, c'est-à-dire tu te déplaces avec un robot qui te suit sur ses 4 pattes, qui peut monter les escaliers, et qui te fait la visite de ton propre labo. C'est vraiment très impressionnant, et encore une fois, c'est un loisir créatif. Je veux dire, faut voir la gueule du robot. Il y a un truc où... ils ont mis des fois ils ont mis un chapeau, mais parfois ils ont mis des espèces de je sais pas, des espèces de rubans avec des yeux, enfin ils se sont amusés, quoi. C'est un jeu, mais enfin c'est un jeu qui aboutit à un truc qui est ni plus ni moins qu'un machin de science-fiction, hein. C'est assez fou. Ouais. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que la robotique, ça fait un petit moment qu'on la voit se déployer, qu'on voit les choses avancer. Peut-être moins vite qu'on aurait pu l'imaginer pendant un temps, mais qui avance quand même de manière assez bluffante. Et puis, on a les modèles de langage et leurs utilisations qui sont arrivés, qui se sont fracassés dans notre quotidien depuis, on va dire 2022, depuis l'année dernière, depuis l'été dernier. Et là, il y a la symbiose qui était pourtant évidente, que moi, je voyais venir dans un avenir probablement pas si lointain, mais quand même, là, on est face à cette symbiose. Et là, j'ai peur, mais j'ai pas peur pour les mêmes raisons que j'avais peur des robots, j'ai pas peur pour les mêmes raisons pour lesquelles j'avais peur des modèles de langage et de leurs usages, mais j'ai peur pour un mix des deux qui est finalement encore plus effrayant. Voilà, c'est fait. Merci Boston Dynamics. Non, mais c'est impressionnant de voir, si tu veux, la vitesse à laquelle effectivement les pièces du puzzle, quelque part, se réunissent, quoi, parce que c'est vraiment ça. D'un côté, on a des modèles qui savent comprendre... En gros, on a vraiment plein de trucs. Tu vois, ça, c'est vraiment un gros puzzle. C'est-à-dire, d'un côté, on a les modèles de langage qui savent écrire et lire, voilà, quand tu leur envoies du texte. Ensuite, on a les modèles multimodaux, donc qui savent faire ça avec des images. Puis, on a des synthétiseurs vocaux. C'est encore des modèles différents. Puis, on a des modèles comme Whisper de transcription, qui est utilisé par OpenAI, d'ailleurs, pour GPT-4, pour l'application GPT-4. Et puis après, on a aussi tout le travail qui a été abattu sur Spot, pour qu'il puisse marcher, pour qu'il ait l'équilibre et toute la vision aussi que Spot a pour identifier les obstacles, les éviter, pour voir les escaliers, les monter, et tout ça, si tu veux, chaque fois ce sont des pièces de puzzle. Et on a l'impression effectivement qu'on est dans une période là où, dans les années qui viennent, toutes ces pièces vont s'emboîter les unes dans les autres, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'emboîte assez vite et assez bien, en fait. C'est vrai, ça va vite, ça s'emboîte plutôt bien. Et du coup, tu te dis derrière, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir, qui sera dans la droite continuité. Bon, on n'a peut-être pas envie de le voir plus que ça. On continue avec l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, parce que bon, alors d'un côté, là, on a des trucs assez intéressants, puis on a aussi des trucs vraiment très très médiocres qui se passent avec l'IA. Ou avec l'IA ou pas, parce que finalement, là, on est dans un flou total, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des algorithmes qui puissent écrire comme ça, évidemment, ça floute encore, ça rajoute encore la confusion. Parce que finalement, entre un mauvais article écrit, enfin, un mauvais article, c'est un mauvais article, en fait, mais comment reconnaître un mauvais article qui est écrit par une IA ? Je veux dire, un mauvais article, il peut être mal écrit par un humain. Un article qui est mal écrit par une IA, c'est pas si évident, tu vois, un article qui est partiellement écrit par ChatGPT, ou alors un article qui est mal traduit par un algo, à partir d'un article qui est mal écrit dans une autre langue, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, mais quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est nul, tout simplement. Et il y a Reviewed, qui est un site qui appartient à USA Today, qui est donc, Reviewed, bien sûr, il publie des reviews, c'est-à-dire des tests, des comparatifs, des trucs vraiment importants et impactants, hein, comme où acheter le meilleur costume d'Halloween, par exemple, tu vois, ou les meilleurs détacheurs pour tapis de 2023. Bon. Sur ce site, tu as plusieurs articles qui sont sortis en alertant sur divers sujets très 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 bateaux, on va dire, et qui ont alerté aussi les rédacteurs réguliers du site, qui sont des humains, et qui ont vu que c'était nul, et que c'était écrit par des auteurs qu'ils connaissaient pas, surtout, et dont ils pouvaient pas trouver la trace sur Internet. Alors évidemment, les 40 auteurs de chez Reviewed ont immédiatement pensé à l'IA. Pourtant, d'après Gannett, qui est la maison mère, ChatGPT n'a pas été utilisé pour ces articles. Pourtant, les détecteurs d'IA soutiennent que certaines sont peu probablement humains, ou alors qu'il y a au moins des parties qui ont été modifiées, qui sont très suspectes. Pourtant, Gannett s'obstine à nier. Sauf que c'est là que ça devient rigolo, parce que, en fait, ces articles ont été écrits par des freelances. Pas par une IA, par des freelances. Sauf que la boîte de freelance en question, c'est Advon, et qu'elle a répondu à aucune question. Donc les freelances, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ils ont fait, et les freelances, ils ont très bien pu utiliser ChatGPT. C'est même assez probable, hein, puisqu'on a vu qu'au moins on les payait, les freelances, au plus ils étaient susceptibles de déléguer leur boulot à une IA,
aussi histoire de nécessité aussi, hein, puisque voilà, au moins bien on les paye, au plus ils doivent prendre de boulot, au moins ils ont de temps pour les faire, hein, évidemment, et donc au moins ils ont de temps pour les faire, au plus ils ont tenté de le déléguer, rien de plus logique. Du reste, voilà, c'est pas facile de détecter un article fait par une IA, si un article est torché par une IA ou un article est torché par un freelance épuisé, c'est, tu vois, ou si un article est torché par un freelance cambodgien qui après c'est retraduit en anglais par une IA, ça commence à devenir compliqué. Je vous jure, c'est pas ChatGPT. On a demandé à des types d'écrire ça. Ça peut pas être ChatGPT, voyons. Enfin, qu'est-ce que vous allez imaginer? Et ça va évidemment pulluler. Amazon qui propose un outil qui est plein de bon sens là finalement, hein, pour les vendeurs d'appareils qui auraient besoin d'aide pour rendre crédibles et convaincants les objets qu'ils ont à vendre. Ouais. Alors l'IA générative arrive effectivement pour habiller les fonds des annonces Amazon, parce que oui, c'est trop triste d'avoir un grille-pain tout simple comme ça sur un fond blanc. C'est tellement plus sympathique de l'avoir mis en situation dans une cuisine chaleureuse devant une belle assiette de toast. Une belle assiette de toast. Non, moi je m'en fous, perso, complètement. Hein, c'est ce que je vois, c'est le produit. Je veux le voir en détail, clairement, sous toutes les coutures. Je n'ai rien à battre des toasts. Mais bon, c'est peut-être moi. Cela dit, Amazon pense qu'il est fondamental de mettre votre foutu grille-pain sur un plan de travail en bois pour qu'il se vende. Bon, il avance un chiffre de 40% de clics en plus si on a une image lifestyle. C'est une certitude. Non mais sérieusement les gens. Mais je suis sûr que vous pouvez pas acheter un grille-pain sans le voir en situation sur une table de marbre, c'est pas possible. Moi je suis très convaincu que ça a un effet dans la communication et que tu as une capacité de projection qui est décuplée si tu le vois en situation plutôt que détouré. J'en suis sûr, c'est évident. Je fais confiance aux pros. Mais bon, voilà. Comme on n'a pas tous une cuisine format télé-réalité, autant la générer par IA, bien entendu, et tant pis si parfois, il y a des petits détails qui se barrent en couille derrière en arrière-plan. Parce que... Des fourchettes avec des dents trop nombreuses. Même dans la démo, il y a des petites fourchettes dont les dents fusionnent. Donc, ça promet des trucs vraiment très rigolos. Et tout un flux Reddit d'ailleurs sur le best-of des annonces Amazon génératives. Ah, c'est vrai ? Ah, j'ai pas vu, faut que j'aille voir ça. Non, mais alors pour l'instant, il y en a pas, mais il y en a un sur les ratés de Photoshop. Ah, oui. Il est génial. C'est R Photoshop Fails. Ah, excellent. Alors, il y a déjà des images d'annonces Amazon d'ailleurs qui sont complètement débiles, mais qui sont faites sous Photoshop. Ils sont pour l'instant pas encore faites sous les images génératives, mais évidemment ça va venir aussi, et ça va être à mon avis assez rigolo. Je suppose que le modèle génératif d'Amazon ne va pas se risquer à faire des humains en arrière-plan, parce que c'est un petit peu... Voilà, ce serait dommage d'avoir une femme à deux têtes ou des mains à 6 doigts, ce serait dommage. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'attends les visuels avec impatience quand même, parce que je précise qu'Amazon commercialise des pompes à pénis, et donc je suis impatient de voir la mise en situation par l'IA de ce genre de produit. T'es mesquin. Oh là là, t'as vraiment l'esprit mal tourné, Guillaume. De toute façon, Guillaume, je vais te dire, si c'est pas Amazon qui le propose, d'autres le feront. Autant qu'ils le fassent. Écoute, ils ont raison. Leica a une proposition qui va aux antipodes, Guillaume. Oui, à l'occasion d'Adobe Max 2023, on avait parlé du Content Credential, qu'Adobe, avec plein d'autres petits amis, allait mettre en place comme une chaîne de certification cryptographique pour les images. Les images de tout type, bien entendu, mais donc du coup, on peut savoir effectivement si ça a été généré ou si c'est une image qui a été prise par un appareil photo, par exemple. Donc c'est des métadonnées qui contiendraient en gros le pédigré d'une image, et aussi les modifications qui seraient accessibles via un cloud pour toute application compatible. Alors bien sûr, il faut que le truc qui crée l'image à l'origine soit compatible avec ça, et le premier appareil photo à l'être vient de sortir, c'est le Leica M11P, et personne ne va l'utiliser. Enfin, disons que s'il doit bien y avoir une cinquantaine de personnes potentielles pour un appareil photo qui coûte $10,000 quand même. Et je me suis pas trompé de zéro, c'est bien $10,000. Leica s'est peut-être trompé de zéro, mais moi non. Donc à ce prix-là, je pense qu'il prend de belles photos, et je pense que son toucher cuir, il doit être fait avec de la vraie peau humaine. Je pense que c'est même de la peau de bébé. Sinon, je vois pas. Donc c'est le premier appareil photo à être compatible avec donc ce petit logo CR qui va probablement proliférer. C'est un petit logo qui permet effectivement de savoir que l'image est certifiée. Si vous cliquez sur le logo, vous avez tout le pédigré. Donc évidemment cet appareil photo est hors de prix, c'est le premier, mais il permet effectivement à un journaliste qui l'utiliserait du coup de certifier sa photo. Et par les temps qui courent, c'est peut-être en plus. Évidemment, il faut que la chaîne d'édition soit aussi compatible avec tout ça, parce que sinon les métadonnées dégagent et ça sert à rien. Donc c'est le début, c'est certain que plein d'autres appareils vont être compatibles dans l'année qui vient. À voir combien. Il y a un consortium de 2000 acteurs quand même qui est derrière Content Credential, donc c'est peut-être qu'ils vont arriver à imposer son standard.
Pour l'instant, évidemment, c'est un petit peu ballot que ce soit avec un appareil qui est complètement intouchable. Ouais, le prix est complètement claqué au sol, mais par contre, l'idée est cool, je trouve, de pouvoir proposer une espèce d'élément de certification dans ta chaîne de production d'une image qui en garantit l'authenticité. Effectivement, tu cites la profession pour laquelle c'est le plus évident, les journalistes, quoi. Je pense que dans le monde dans lequel on évolue, on va avoir besoin de points de repère vers lesquels se raccrocher pour gagner en authenticité sur les images auxquelles on est exposé. Et justement, Guillaume, il y a aussi une autre news qu'il faut qu'on relaie, qui est dans la directe continuité de ces infos-là. Et là, tu avais déjà mentionné des propositions de ce type, mais je sens que c'est encore un tout petit peu différente, des manières d'infecter les images en vue de pénaliser le traitement par les algorithmes d'intelligence artificielle qui font des images, justement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle manière de protéger les images ou au contraire d'empoisonner les images pour éviter qu'elles soient exploitées, c'est ça ? C'est un peu les deux en fait. C'est ça qui est intéressant puisque, c'est vrai que pour beaucoup d'artistes, Stable Diffusion et même tous les autres modèles de génération d'images sont des ennemis à abattre. Et puis il y a aussi tous ceux qui veulent juste pas que leurs œuvres soient utilisées dans les sets de données. Et comment empêcher que la moisson, qu'il y ait cette espèce de moisson monstrueuse par les grosses boîtes comme ça, ou même par des associations ou des labos en réalité, hein. Donc comment savoir que les données ont été récupérées, comment tu fais pour dire de virer les données dans le système, etc. C'est extrêmement compliqué. Et en plus, même si à un moment tu dis que tu veux pas que ce soit récolté, rien ne t'indique que ça va pas être quand même aspiré. De toute façon, pour l'instant, souvent, c'est pas possible de refuser. Hein. Et puis les grosses boîtes ont peu de motivation, de toute façon, de se retenir, de capter tout ce qui bouge. Et ils ont moins de motivation, en tout cas, de se réfréner comme ça, que de créer des modèles qui sont toujours plus gros, toujours plus vite, parce qu'il faut s'imposer face à la concurrence, c'est un secteur concurrentiel. Donc il reste une option qui est d'empoisonner ces données. Donc on laisse son œuvre en libre accès, on la laisse sur Internet, libre à quiconque de la prendre, hein, vas-y, prends-la, hop, vas-y, aspire. Et après, tu peux l'utiliser pour raffiner un modèle de deep learning, par exemple raffiner un Stable Diffusion, raffiner un DALL-E 3, un DALL-E 4, etc. Seulement, le problème, c'est que l'image est empoisonnée. Si le modèle l'utilise, il va marcher moins bien. Ses performances vont se dégrader. Et s'il est même trop empoisonné par plein d'images, il peut finir par ne plus savoir dessiner certaines choses, voire par s'effondrer complètement. Alors, le principe des données empoisonnées, il n'est pas du tout nouveau. Et même dans le domaine de la génération d'images, d'ailleurs, on en parle. Hein, et on parle de ce genre de truc, effectivement, depuis Fawkes, je pense. Alors Fawkes, comme Guy Fawkes, c'est-à-dire le gars de V pour Vendetta, en fait, le gars dont on parle dans le film V pour Vendetta, celui avec le masque iconique, hein, donc voilà, c'est le masque de Guy Fawkes. Il me semble qu'on en avait parlé de cette technique-là, c'était une manière de manipuler les données d'une photo de visage pour lui rajouter une sorte de voile qui allait complètement perdre un logiciel de reconnaissance faciale. Donc avec Fawkes, ta tête était plus associée à ton identité, tout simplement. D'où le masque, d'où Guy Fawkes, et puis Anonymous, évidemment, tout ça. Alors plus tard, en février 2023, on a eu droit à un truc qui s'appelait AdVDM, qui injectait des données dans une image pour l'empoisonner et dégrader les performances de Stable Diffusion. Et ce mois-ci, on a un des co-créateurs, en fait, un des co-auteurs de la méthode, de l'article qui relatait la méthode Fawkes, qui sort un autre article sur une nouvelle procédure pour empoisonner les images pour pratiquement tous les modèles génératifs, qui s'appelle le Nightshade. Alors, l'idée de Nightshade rejoint un petit peu celle de Fawkes d'ailleurs, hein, puisque en fait on veut modifier subtilement une image pour qu'elle soit mal reconnue, mal interprétée. Donc à la base, le principe de l'empoisonnement, il est assez simple. Donc supposons que vous ayez votre générateur d'images et que vous l'entraîniez sur des images de chats, mais qui sont marquées comme étant des chiens. Donc il a vu des images de chiens avant, ok, et puis d'un coup il voit des images de trucs qui devraient être des chiens, mais qui ont des tronches de chats, qui sont des chats. Évidemment, ça va le perturber. Et s'il voit trop d'images comme ça, trop d'images qui sont des chats mais qui sont marqués chiens, il va plus trop savoir ce que c'est un chat en réalité, ni ce que c'est un chien. Tu vois ? Donc il va commencer à déformer ses productions parce qu'il va essayer de se rapprocher de deux trucs qui se ressemblent pas. Et donc il va finir par plus être capable de dessiner des chiens. Et probablement plus non plus de dessiner des chats. Donc c'est relativement facile de rendre un modèle confus parce que, en fait, si on y réfléchit, il y a énormément de concepts possibles. Parce que il y a des chats, il y a des chiens, mais il y a aussi des aspirateurs, des astronautes, des tractopelles, des cure-dents, des déambulateurs, des cotons-tiges, vous voyez quoi, il y a milliers de trucs, des millions peut-être même de trucs. Donc il y a énormément de concepts. Donc même si on a énormément d'images sur lesquelles faire l'entraînement, même si on a 100 millions d'images, il y a tellement de concepts différents possible que dans ces images, pour chaque concept, finalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'images qui illustrent ce concept. Sauf les chats,
qui domine Internet, donc forcément, il y en a Évidemment. énormément. Mais sinon, tu vois, il n'y a pas forcément des millions d'images de coton-tige non plus. Hein. Donc, si tu veux attaquer le concept de coton-tige, bah, c'est pas forcément si dur que ça, parce que finalement, tu vois, voilà, concrètement, c'est pas sûr que Stable Diffusion ait vu plus de quelques centaines de presse-agrumes. Tu vois, pareil. Donc, si on commence à lui montrer 100 presse-agrumes qui sont marqués comme étant des escargots, du coup, il va du mal à savoir à quoi ressemble un escargot, du coup, parce que dit, attends, c'est un escargot, c'est un presse-agrume, c'est quoi? Donc voilà. Et ça c'est assez facile à faire. Mais la difficulté, elle est pas vraiment là. La difficulté, c'est que si on met un label escargot, on met une étiquette escargot sous une photo de presse-agrume, bah, c'est évident qu'il y a une erreur. C'est évident pour un humain, c'est aussi évident pour un classificateur automatisé. Du coup, c'est très facile de faire un contrepoison de cet empoisonnement-là. Et c'est là qu'il y a une technique à la Fawkes qui intervient. Si on connaît la structure du classificateur qui est censé dire si c'est un presse-agrume ou pas, on peut savoir comment l'induire en erreur. Et si on connaît la manière dont fonctionne Stable Diffusion, on peut aussi savoir comment il va interpréter le truc. Donc en fait, classiquement, un modèle, il va prendre une image et l'envoyer dans un espace de caractéristiques. Donc l'espace des caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est des caractéristiques visuelles, je veux dire, hein, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, s'il y a des oreilles, il y aura des trucs pointus à certains endroits, il y aura des dégradés ici, des machins là, etc. Donc des caractéristiques visuelles, quelque part. Ces caractéristiques, on va les détecter, on va détecter l'intensité au-dessus de ces caractéristiques, et en fonction de toutes ces caractéristiques qu'on a détectées, et de leur intensité, on va faire un choix. Il faut savoir dire, ça a l'air plutôt d'être un aspirateur, ou c'est-à-dire plutôt d'être un hamster. Bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans cet espace de caractéristiques, si on va dans cet espace, donc, on peut aussi légèrement modifier l'image pour qu'elle soit différente dans cet espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier l'image pour qu'elle soit différente beaucoup plus dans l'espace des caractéristiques que dans l'espace réel, c'est-à-dire l'espace visuel. C'est-à-dire qu'il est possible de modifier une image pour qu'elle soit visuellement très proche de l'image d'origine, mais dont la représentation bouge beaucoup plus dans l'espace des caractéristiques. Et si on arrive à bouger suffisamment plus dans cet espace de caractéristiques, comme c'est ça qui est utilisé pour dire ce que c'est, pour reconnaître les concepts, le classificateur il va finir par se planter. Tout ça en ayant une image qui est quand même visuellement quasi identique à l'image de départ. Donc on peut avoir une photo de presse-agrume qui ressemble à un presse-agrume, mais qui est reconnue comme étant une banane. Et donc du coup, ce qu'on peut faire, on a une autre image de presse-agrume, on la modifie pour qu'elle soit reconnue comme une banane, ça ressemble toujours à un presse-agrume, donc dessous on met presse-agrume, donc tout va bien, ça veut dire que si quelqu'un regarde et contrôle les données, il verra un presse-agrume qui est marqué comme un presse-agrume. Sauf que le problème, c'est que le modèle, lui, il va voir une banane, et donc il va être extrêmement confus. Cette image est empoisonnée, et l'empoisonnement, il est caché, il est dissimulé. Donc ils ont fait des tests sur SDXL, donc Stable Diffusion XL, donc la dernière version, c'est Stable Diffusion version 2, et aussi sur un modèle qui a été entraîné à partir de 0, pour voir si ça marche un peu sur tout. Et donc sur SDXL, à partir de 50 images empoisonnées, pour un concept donné, donc pour un concept très spécifique, comme coton-tige, voilà, les performances commencent à se dégrader visiblement. Bon, alors ils font pas coton-tige en fait, donc ils attaquent le concept de chien, en mettant à la place des chats, ils attaquent le concept de sac à main, en mettant un toaster à la place, et ils attaquent aussi le concept de vache, en mettant une voiture à la place. Donc voilà, toujours pareil, donc l'attaque... Il faut que l'attaque soit coordonnée, par contre. Ça veut dire qu'il faut quand même que les images aient une fausse ressemblance théorique avec la même chose. Oui, genre, le presse-agrume, il faut toujours qu'il ressemble à une banane. Admettons que tu veuilles attaquer le concept de vache. Oui. Donc tu as des images de vaches, et tu vas les modifier pour qu'elles soient identifiées comme des voitures. Oui. Et tu peux pas faire en sorte qu'il y en ait une qui soit identifiée comme une voiture, l'autre comme une maison, l'autre comme un arbre, ça marche pas. Il faut que ce soit toujours la même erreur pour que ce soit efficace. Effectivement, ce qui est le plus efficace, c'est d'isoler un concept vraiment précis. Donc un truc vraiment précis, une vache par exemple, voilà, mais pas une vache dans un pré en train de brouter avec des petits veaux, que dalle. Non, une vache. Un concept de vache. Et il faut que tu l'associes avec un concept qui est très différent. Donc pas un veau, mais plutôt, une voiture, ou je sais pas moi... Un micro. Voilà, une scoop volante, ce que tu veux, mais un truc qui est vraiment très très différent pour vraiment que le truc soit vraiment bien confus, tu vois. Et donc, tu fais ça 50 fois, donc c'est-à-dire que tu envoies 50 images de vaches qui sont identifiées par le classificateur, donc par le modèle comme étant une voiture, et du coup, si tu fais ça 50 fois, déjà, les images deviennent moches. C'est-à-dire que les vaches qui fait sont moches, elles sont déformées, elles sont bizarres.
Et au fur et à mesure, si tu veux que tu le fais, ben, les concepts commencent à se mêler complètement. Par exemple, les concepts de chat et de chien commencent à se mélanger complètement. Le modèle est confus. À 100, il est toujours confus, mais la vision des chiens commence à ressembler de plus en plus à un chat. Si tu attaques les chiens en lui présentant en fait des chats, ben, ça va, en fait, globalement, il va commencer à être confus, puis après il va mélanger complètement les deux concepts, et à la fin, ben, quand tu lui demandes un chien, ben, il fait un chat. C'est-à-dire qu'en réalité, l'empoisonnement dépasse la connaissance qu'il a du concept de chien, tu vois. Donc en fait, tu le fais basculer quelque part. Dans tous les cas, le truc est empoisonné. C'est-à-dire que soit il fait des chiens moches, soit il fait des chiens qui ressemblent de plus en plus à des chats, soit il fait des chats quand tu lui demandes des chiens, mais dans tous les cas, de toute façon, il est empoisonné. Le modèle est complètement confus et ça marche plus. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça marche aussi pour les styles. Et il y a deux phénomènes intéressants. D'une part, l'attaque déborde sur les concepts voisins. C'est-à-dire que si on empoisonne le concept de chien, ben, il va plus savoir dessiner des chiens, bon, ça c'est le but, mais il va aussi avoir du mal à dessiner des chiots, des loups, des huskies, et d'autres figures canines, tu vois, ce genre de truc. Donc il y a contamination des concepts, en quelque sorte. Ce qui montre d'ailleurs un petit peu comment fonctionne le modèle, comment il organise les concepts, tu vois, c'est quand même intéressant. Et plus inquiétant même, on peut attaquer un modèle sur plusieurs concepts, bon, ça évidemment, hein, tu peux l'attaquer plusieurs fois, hein, tu le vois, voilà, tu l'entraînes sur différents concepts qui sont comme ça empoisonnés, et à partir d'un certain nombre de concepts empoisonnés, le modèle s'effondre, tout simplement. Le modèle ne fonctionne plus. Des concepts suffisamment éloignés les uns des autres, au contraire assez proches, j'imagine assez éloignés les uns des autres. Plutôt éloignés. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, on a dit chat-chien, enfin, tu vois, on a attaqué chien, sac à main, toaster, vache, ce genre de trucs. Bon, ben voilà, effectivement, à partir de 100 concepts différents assez éloignés, il commence à faire n'importe quoi. Il commence à faire des trucs extrêmement bizarres, complètement déformés. Et à 500 concepts, il produit plus que du bruit. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne sait plus produire d'image du tout. Donc c'est assez intéressant, et on ne sait pas encore complètement pourquoi ça arrive. Parce qu'il semble que dans l'esprit, entre guillemets, de Stable Diffusion, les concepts visuels aient une structure qui soit plus globale, plus macroscopique. C'est-à-dire que c'est pas juste un clustering de concepts voisins qu'on place au même endroit. En fait, il doit y avoir une géométrie locale dans cet espace qui doit aussi former une géométrie plus globale. C'est génial. Et si suffisamment de piliers de cette géométrie globale sont détruites localement, la structure globale s'effondre. Et donc c'est assez fascinant. En réalité, c'est une trouvaille qui est tout à fait intéressante. Ouais, c'est hyper intéressant. Quelque part, j'imagine qu'il y a des c'est évidemment difficilement reproductible, mais j'imagine que pour l'esprit humain, si tu trompes la représentation des concepts pour un être humain sur une centaine de sujets assez éloignés, j'imagine que peut-être qu'à la fin, il y a quand même un certain nombre de trucs qui sont suffisamment bancals parce que probablement qu'un certain nombre de nos concepts sont liés les uns aux autres assez rapidement. Et j'imagine ça difficile. J'ai deux questions par rapport à Nightshade je suis désolé, on va s'attarder un petit peu dessus, mais je trouve ça intéressant. Il y a quand même cet aspect que j'ai compris, mais que j'ai du mal à visualiser, qui arrive à transformer un toaster en banane aux yeux d'un programme et pas forcément aux yeux d'un humain. J'ai encore du mal à me représenter comment est-ce que on peut arriver à faire croire à un outil que c'est une banane alors que ça ressemble à un toaster. Je t'entends le dire, mais j'ai du mal à me l'intégrer en fait. Alors c'est parce que tout simplement les modèles de reconnaissance, enfin les modèles de deep learning qui reconnaissent donc les formes et tout ça, ils voient pas comme nous en réalité, ils sont très différents. Et on peut faire ce genre de truc parce que c'est pas des humains en réalité. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on avait parlé des exemples d'attaques adversarielles sur des reconnaissances, sur des modèles de reconnaissance. Je me rappelle très très bien. Et je t'aurais posé presque la même question parce que pour moi, ça reste tout aussi difficile à intégrer en fait, justement, sur ces sujets-là. Tu te souviens sans doute que, par exemple, quand on présentait une banane à un modèle, il voyait une banane, et quand on présentait une banane avec un je sais pas, une sorte de petit sticker. C'était une sorte de petit sticker, il me semble, avec un motif un petit peu étrange dessus. On mettait une banane avec un petit sticker à côté, et ben, il voyait plus une banane, et on pouvait même le pousser à avoir une pomme. C'est exactement le même système, en réalité. C'est-à-dire que
Je pense qu'il faut que j'accepte ce concept-là sans forcément arriver à le visualiser. La manière dont on le fait, c'est qu'on fait une optimisation dans l'espace des caractéristiques. Donc on se place dans un espace différent, on se place dans l'espace mathématique des caractéristiques du modèle. Et dans cet espace de caractéristiques, on fait une optimisation dans le sens où on se donne un budget de déplacement, en fait. C'est-à-dire qu'on se déplace dans cet espace des caractéristiques, tout en faisant en sorte que, en mettant une contrainte, si tu veux, que cette contrainte, c'est que l'image dans l'espace réel soit pas trop loin de l'image d'origine. Okay. Donc, en fait, tu as l'image d'origine. C'est une manipulation mathématique, on est d'accord. C'est pas une manipulation où tu ouvres l'image dans Photoshop, tu prends le pinceau et tu modifies des trucs. Non, je te pose la question volontairement pour être sûr de bien Non, pas du tout. Je voulais pas rentrer dans les détails parce que bon, après. Je suis désolé, je savais que tu voulais pas. Non, mais si tu veux, l'idée, si tu veux, effectivement, c'est que ce n'est pas une manipulation qui est faisable à la main. C'est une manipulation qui est faisable avec des algorithmes et en fait qui est une sorte d'apprentissage en lui-même. En fait, si tu veux, t'as ton image d'origine, ton image dans l'espace réel, c'est une sorte de point d'ancrage. Tu peux avoir des images qui sont très proches visuellement de ton image. Donc tu as une sorte de boule, tu vois, tu as une sorte de nuage d'images qui sont toutes un tout petit peu différentes, mais visuellement tu le perçois pas trop, un petit peu comme quand tu fais une compression JPEG en fait. Quand tu fais une compression JPEG, t'as pas la même image. Mais bon, toi, visuellement, tu vois pas la différence, ou tu vois pas trop la différence, même si c'est compressé de manière assez violente, tu vois pas forcément énormément de différence, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux, toi, visuellement, percevoir à peu près la même image, alors que c'est pas vraiment la même image. Donc, si tu veux, t'as une espèce comme ça, évidemment, plus ou moins, tu te donnes une certaine amplitude, et tu peux osciller comme ça, tu peux te déplacer quelque part autour de ton image d'origine. T'as une sorte de nuage d'images, qui sont des images qui sont très proches visuellement, finalement, qui sont à une distance, donc une distance visuelle, on va dire, dans l'espace réel qui est pas très importante. Et en fait, ce nuage d'images, qui sont très voisines pour toi, va donner dans l'espace des caractéristiques un nuage qui est beaucoup plus gros, dans l'espace des caractéristiques, dans l'espace mathématique des caractéristiques du modèle. Et donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans l'espace des caractéristiques, où tu as beaucoup plus de liberté, et dans cet espace où tu as plus de liberté, tu vas te déplacer volontairement, tu vas t'éloigner le plus possible, tout en restant dans ce nuage. Et ce nuage, en fait, il est beaucoup plus allongé quelque part dans l'espace des caractéristiques. Tu pourras te déplacer assez loin dans cet espace des caractéristiques. Et chaque fois que tu te déplaces un petit peu dans cet espace des caractéristiques, tu te déplaces en fait un petit peu plus loin du concept de départ, puisqu'en fait, c'est un point dans l'espace des caractéristiques, donc c'est un ensemble de caractéristiques, c'est un truc qui correspond à un objet, qui peut correspondre à un chat, par exemple. Si tu te déplaces, toi, dans cet espace de caractéristiques, et ben finalement, à un moment donné, tu vas t'éloigner de plus en plus des chats pour te rapprocher de plus en plus des hamsters, par exemple, tu vois. Donc, tu as des directions qui vont vers l'hamster, tu as des directions qui vont vers les cotons-tiges, bon. Et puis, ce que tu vas faire, donc, c'est que tu vas, toi, te déplacer dans ce nuage que tu t'es donné, dans l'espace des caractéristiques, tu vas te déplacer le plus loin possible du chat. Et, pas toujours, mais très souvent, tu vas arriver à changer de concept. Tu vas arriver à changer de concept et tu vas te déplacer le plus loin. Sans changer la restitution visuelle. Sans changer trop la restitution. Voilà, parce que tu restes dans ton nuage. Tu vois, tu restes dans ton nuage dans ta espèce de nuage d'image de départ. Qu'est-ce que c'est génial. Et donc ça, pour le faire, effectivement, il faut voilà, c'est un algorithme, c'est-à-dire que tu fais une optimisation, tu te donnes un sous-espace dans cet espace des caractéristiques, et tu optimises dans ce sous-espace des caractéristiques avec le budget que tu te donnes, qui est la distance maximale visuellement de l'image de départ. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire à la main, certainement. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le papier, c'est pour ça qu'il y a un papier, si tu veux, c'est que c'est pas du tout évident à faire, en réalité, c'est quelque chose de complexe. Le cadre d'usage de ce type d'empoisonnement, c'est de donner dans une mise en œuvre concrète de ce comportement. L'idée, c'est quoi ? C'est de fournir des données qui soient suffisamment foireuses pour le modèle, pour qu'il... C'est très inquiétant pour les fabricants de modèles, parce que des attaques, il va y en avoir. Un ayant droit pourrait parfaitement empoisonner toutes ces images pour protéger son copyright. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines d'images par auteur qui pourraient devenir empoisonnées parce que ça dissuaderait évidemment les gens de récolter ces images pour entraîner des modèles dessus. Parce qu'ils savent que s'ils utilisent des images empoisonnées, ils courent le risque de faire non seulement baisser les performances de leur modèle, mais même carrément de le détruire.
Oui, 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 à partir d'un certain volume et un certain nombre de concepts différents. Rien que Disney, s'il prend ces images de la petite sirène et qu'il les modifie pour que les IA les voient comme des images de Blanche-Neige, ça fait plein de pommes empoisonnées, tout ça. Ça en fait des images possibles. Et comme il y a plusieurs concepts qui seront sans doute empoisonnés pour chaque auteur, parce que finalement, pour chaque sujet, il peut y avoir un concept. Tu peux empoisonner tes images pour chaque sujet de tes œuvres et pour l'envoyer sur autre chose. Donc on serait rapidement à des milliers d'images et des centaines de concepts empoisonnés. Peut-être même pareil endroit. Et ça veut dire que si tu commences à récolter tout ça et qu'il y a suffisamment d'empoisonnement, l'entraînement d'un modèle de génération d'images devient carrément impossible. Oui, bien sûr. Donc c'est une attaque qui est vraiment sérieuse, qui pourrait faire bouger les lignes pour certains acteurs, sauf si évidemment on y trouve des contre-mesures ou si personne l'utilise, ça évidemment. Ouais, bien sûr. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça permet encore mieux de comprendre comment est organisée un petit peu cette structure derrière qui est vraiment très mathématique et du coup ça rend les choses hyper pédagogique. Écoute, très bien, on verra si les modèles sont empoisonnés à l'avenir. En attendant, on va les mettre de côté parce que tout ça, là, bon, c'est bien joli, hein, mais ça reste un peu théorique, nos histoires mathématiques, là, d'entraînement de modèles, etc. On va revenir à du concret, un peu, Guillaume, là. On va se retrousser les manches et on va mettre les mains dans le cambouis. On va s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et en particulier, on a quand même, Guillaume, un réchauffement climatique qui bat la mesure avec une transition énergétique plus que jamais attendu et nécessaire. Où on en est? Il y a l'IEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, qui a livré son dernier rapport, donc il s'appelle World Energy Outlook 2023, qui est à la fois optimiste et pessimiste. Alors il y a essentiellement deux scénarios qui sont analysés. Dans le premier, les gouvernements se tiennent à ce qu'ils ont déjà promis, et ils le mettent en œuvre, et on fait rien de plus. Dans ce cas, le pic d'utilisation des énergies fossiles arrivera dans quelques années, dans les quelques années qui viennent, durant cette décennie, disons. Et par contre, il faudra attendre encore nettement plus longtemps avant d'atteindre la zéro émission carbone, le zéro émission carbone net. Oui. Et ça nous fera arriver à 2,4 degrés de réchauffement. Dans le deuxième scénario, qui est plus optimiste, on atteindrait le net zéro au milieu du siècle, soit vers les 2050, ça nous amènerait à 2 degrés de réchauffement. Donc ne vous y trompez pas, dans les deux cas, c'est la merde. Voilà, on n'est même pas à 1,5 degré, c'est déjà le bordel, donc à 2 degrés ou 2,5 degrés, on va carrément le sentir passer. Et ça, c'est bien sûr si on part du principe que l'IEA a raison et qu'elle n'est même pas elle-même trop optimiste. Bon. Donc il y a quand même des signes positifs, et les investissements dans les énergies renouvelables sont massifs à l'échelle mondiale. Donc il y a les capacités aussi qui augmentent rapidement. En Chine, les capacités solaires et éoliennes offshore ont été triplées depuis 2021. Durant la même période, les investissements ont augmenté de 40%. Aujourd'hui, en moyenne, il y a $1 milliard par jour qui est dépensé dans le déploiement solaire à l'échelle mondiale. On devrait rajouter 500 gigawatts de production cette année, et autant, voire plus, dans les années qui viennent. Les voitures électriques représentent une voiture sur 5 vendues, contre une sur 25 en 2020. Et non seulement le rythme de la transition s'accélère, mais il y a aussi la croissance économique qui ralentit, surtout en Chine. La croissance chinoise devrait être de 4% ou moins par an dans les années à venir, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, parce que justement, sa consommation de charbon et de gaz devrait aussi nettement baisser. Donc selon les scénarios, l'offre en photovoltaïque pourrait même excéder à la demande à un moment, ce qui rendrait les prix super attractifs. Pourquoi ils pensent que le pic d'énergie fossile est pas loin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même. Donc c'est une bonne nouvelle qui est quand même tempérée par le fait que ça nous permet pas du tout de rester dans les clous du 1,5 degré, et qu'en plus l'électrification, c'est une partie du problème. Il faudra aussi beaucoup de travail pour les transports, le chauffage, l'industrie, les pompes à chaleur, tout ce que vous voulez. Bon. Dernier petit espoir, qui est lui aussi ambivalent, à propos de la démocratisation du gaz liquéfié. Apparemment, la guerre en Ukraine a poussé à créer de nouvelles infrastructures pour finalement augmenter l'usage du gaz liquéfié, et ça pourrait servir le climat, paradoxalement. Parce que très pragmatiquement, si l'Europe transitionne vers du renouvelable de plus en plus, et des pompes à chaleur et tutti quanti, du coup on aura moins besoin de gaz, du coup les prix baisseraient, ce qui permettrait à d'autres acheteurs de passer du charbon au gaz, en utilisant aussi du gaz liquéfié, et c'est pas génial, mais le gaz c'est beaucoup moins pire que le charbon quand même.
Bon, c'est un moindre mal, mais j'ai pas l'impression non plus que ça nous sortira de la merde. Mais ça, on l'a tous bien compris, Guillaume. En attendant, tu voulais nous parler de nouvelles batteries. Alors, non pas pour stocker de manière révolutionnaire l'électricité, si je dis pas de bêtises, mais stocker la chaleur. Guillaume, c'est quoi? C'est des batteries à radiateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Puisqu'on y a un exemple un peu encourageant, c'est une nouvelle batterie à chaleur. Donc, parce que la chaleur, c'est elle-même une énergie qui peut être utilisée telle qu'elle. Selon ce qu'on fait, selon ce qu'on veut faire. Si tu veux faire tourner un four pour du verre ou du ciment, voilà, tu as besoin de chaleur. Donc on n'a pas forcément besoin de stocker de l'électricité finalement, qui pourrait ensuite d'ailleurs servir à chauffer. On peut stocker directement de la chaleur. Note bien qu'on peut aussi transformer cette chaleur en électricité. Donc on avait déjà évoqué des batteries en sable qui faisaient la même chose en fait, qui stockaient de la chaleur. Cette fois on parle d'une solution au carbone qui viendrait d'Antora Energy, qui est une boîte californienne et qui produit des grosses batteries qui stockent la chaleur dans des blocs de carbone qui sont chauffés à 1800 degrés. Donc c'est températures qui sont assez hautes même pour la métallurgie. Donc c'est des blocs de carbone solides qui sont des cubes d'à peu près 1 mètre de côté, qui sont mis dans des containers qui sont super bien isolés, évidemment, qui sont recouverts d'une couche d'acier que tu peux toucher avec la main tellement ils sont bien isolés. Enfin bon, moi je le ferai pas, mais bon, disons qu'ils sont très très bien isolés, et que du coup la chaleur peut être conservée pendant des semaines. Donc les batteries elles-mêmes, du coup elles s'usent pas, s'usent très peu quoi, c'est du carbone que tu chauffes et que tu refroidis, donc tu peux les recharger, les décharger pendant des dizaines d'années, il n'y a pas de problème. Et donc l'idée c'est que tu chauffes ça un peu comme tu veux, four solaire, électricité, éolienne, ce que tu veux, et après tu peux utiliser la chaleur telle qu'elle, ou bien tu peux utiliser des cellules thermovoltaïques, ou la vapeur que ça peut produire aussi, comme tu le sens, pour produire à nouveau de l'électricité. Donc c'est une idée pour stocker des grosses quantités d'énergie et encaisser aussi les intermittences du renouvelable. Bon, évidemment, c'est pas des batteries standards, ça demande aussi toute une infrastructure, il faut les manipuler d'une manière très particulière, mais pour l'industrie, ça peut être effectivement très utile. Eh ben, un bon point qu'on garde en tête. Merci Guillaume. Un autre point qui est pas forcément très positif, c'est le point qu'on va faire au sujet d'Amazon, parce qu'on a un rapport de transparence qui nous a été diffusé. Ouais, on parle un peu d'Amazon qui, d'ailleurs, lors de l'entrée en vigueur du DSA et du DMA, il a râlé, en disant que non, il n'était pas si gros que ça, que c'était pas un très gros fournisseur, au sens législatif du terme, gneu. Bon, une très grosse plateforme pour la loi, c'est 45 millions d'utilisateurs, et Amazon en a 181 millions en Europe, où il emploie d'ailleurs 150 000 personnes quand même. Donc en France, on a 34 millions de personnes qui utilisent chaque mois Amazon en moyenne, sur 67 millions d'habitants, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est rien en comparaison de l'Allemagne, qui a 60 millions d'utilisateurs d'Amazon mensuels sur 82 millions d'habitants, donc c'est assez impressionnant. Mais bon, oui, donc c'est une grosse plateforme, voilà, il n'y a pas de doute. Il va être obligé d'être un petit peu plus transparent, et c'est pas mal. Cela dit, ils aiment pas trop ça, forcément, parce que bon, il semblerait que, il y ait de nouveaux chiffres sur les blessures dans les centres logistiques Amazon, qui ont fait surface et qui sont pas très flatteurs. En 2022, 69% des employés ont dû prendre un congé sans solde pour cause de douleur ou d'épuisement, dont un tiers l'ont fait 3 fois ou plus. 41% des employés disent avoir été blessés dans un entrepôt Amazon, 51% pour ceux qui y ont travaillé 3 ans ou plus. Donc c'est des chiffres qui viennent de chercheurs indépendants de l'Université de l'Illinois et du Centre du développement économique de Chicago. Et ça regroupe des témoignages de 1484 employés sur 42 États et 451 sites. Alors c'est des chiffres qui sont bien sûr au-dessus, vraiment bien au-dessus de ceux fournis par Amazon, qui par exemple rapportait en 2022 un peu moins de 7 blessures pour 100 employés. Par ailleurs, il y a l'étude montre aussi que 52% des employés se sentent au bord du burn-out, 41% disent ressentir une pression continuelle, constante, à travailler plus vite. Amazon a des processus, on le sait, pour tout monitorer, tout optimiser, tout surveiller en permanence, et bon, on imagine que c'est pas très facile au quotidien. Donc Amazon conteste tout ça en bloc, pour eux il s'agirait d'un bête sondage mené sur des réseaux sociaux et pas d'une véritable étude. Et tout ça serait motivé par un agenda politique. L'étude serait en partie financée par des groupes d'activistes et des syndicats. Mon Dieu, quelle horreur. Des syndicats. Quelle horreur. Non, tu te rends pas compte, il suffirait qu'ils mettent en lumière des problèmes en plus. Non mais ça va pas. On enchaîne avec une rubrique un petit peu plus matérielle, mais quand même à traiter sous un angle un petit peu géopolitique, j'ai l'impression, Guillaume. On commence à reparler de puces, notamment dans les appareils de Huawei, dans les smartphones Huawei. Oui, le Kirin 9000S, cette toute petite pupuce qui rentre dans un téléphone, en particulier qui rentre dans le Mate 60 Pro de Huawei,
et qui est un composant électrique qui fait couler beaucoup d'encre, hein, qui déchaîne beaucoup de passion, qui déchaîne les doutes, les peurs à l'échelle mondiale. Parce que bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, quand on s'est rendu compte que ce Kirin, tout frais, Kirin, était gravé par SMIC en Chine par des Chinois et qu'il était de génération 7 nanomètres quand même, alors qu'on pensait les Chinois bloqués à 14, ben ça a été un coup de tonnerre. Et d'ailleurs, les nouvelles restrictions à l'export des composants exigés par Biden, ils sont sans doute pas totalement étrangers. Alors comment ils ont fait? Ben avec du matos à nous, déjà, parce que ASML, qui est la boîte hollandaise et qui a le monopole des grosses machines pour la photolithographie, oui. Ben ils ont plus le droit d'exporter vers la Chine, en tout cas leur tout dernier modèle qui font de l'ultraviolet extrême. On en a déjà parlé plein de fois, mais voilà, le photolithographie, c'est comme on écrit avec de la lumière, et la taille de la mine du crayon ben, est très très importante, elle est fondamentale. Donc si on a une grosse mine, ben, tu peux pas écrire très très petit avec une grosse mine, tu vas faire des pâtisses. Ça se tient. Donc la taille de la mine, c'est la longueur d'onde de la lumière, donc elle doit être la plus faible possible, hein, ce qui donne des ultraviolets en l'occurrence. Les ultraviolets, c'est toute une gamme de longueurs d'onde, hein, c'est pas juste une seule, c'est toute une grosse gamme de longueurs d'onde. Il peut y en avoir des plus ou moins longues, il peut y avoir des ultraviolets qui sont plus ou moins ultraviolets, quoi. Des ultraviolets profonds, des ultraviolets extrêmes. Donc l'ultraviolet profond en anglais Deep Ultraviolet, donc DUV. Et c'est ce qu'on utilisait en fait, les DUV, c'est ce qu'on appelait ça comme ça pour des machines DUV, pour fabriquer à l'époque du 14 nanomètres, c'est-à-dire il y a quelques années, on fabriquait avec des machines qui utilisaient donc les Deep UV, Deep Ultraviolet. On a poussé depuis jusqu'à l'ultraviolet extrême, les EUV, qui permettent de créer les puces toujours plus miniaturisées qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs. Et ASML a eu le droit pendant très longtemps de vendre des machines DUV aux Chinois, qui d'ailleurs en ont fait des piles, des stocks monstrueux, parce qu'ils savaient bien que ça allait pas forcément durer. Et du coup, en utilisant ces machines-là, tu peux quand même faire des puces très avancées en multipliant les expositions. En utilisant en fait des interférences entre les divers masques, tu peux arriver à faire des détails qui sont plus petits que les détails que tu feras avec un seul masque. Le problème, c'est que donc tu peux faire des processus qui sont assez avancés comme ça, hein, comme le 7 nanomètres. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus cher. Les prix pourraient même devenir prohibitifs si on voulait aller encore plus loin que le 7 nanomètres. Mais bon, après, le gouvernement chinois peut peut-être avoir l'envie de quand même aller plus loin et d'absorber des coûts vraiment limite prohibitifs, mais bon. Donc, il est à peu près établi de toute façon que le Kirin 9000S a été gravé par SMIC avec du matériel d'ASML qui avait été acquis avant la nouvelle vague d'interdiction. Parce qu'ASML, désormais, non seulement interdit de vendre les appareils EUV, ultraviolet extrême à la Chine, mais c'est fini aussi pour les 3/4 de ces appareils DUV, donc les appareils qui sont donc un peu plus anciens, qui font de l'ultraviolet profond. Donc des restrictions qui arrangent pas trop les Hollandais non plus, évidemment, puisqu'ils vendent beaucoup moins de machines et ça fait moins de pognon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Les États-Unis sont des alliés privilégiés quand même, donc voilà. Donc la Chine bénéficie encore de machines qu'ils peuvent encore, au prix de beaucoup d'efforts, adapter à des besoins modernes. Mais ça durera pas trop longtemps. Parce que ça durera peut-être encore un node, mais après ça sera vraiment très très compliqué, donc il va probablement falloir se débrouiller autrement. Comment? Mystère. Il y a plein de possibilités, on va dire. D'ailleurs, il y a un ex-employé d'ASML qui a été accusé de vol de secret de fabrication. Il aurait des liens avec Pékin, il sera en ce moment même employé chez Huawei. Bon, impossible de savoir ce qui a été effectivement volé, à quoi ça pourrait amener tout ça. Mais bon voilà, la Chine doit être vraiment très très motivée, plus que jamais, à trouver une solution de rechange pour les Hollandais, évidemment. Et quand elle y arrivera, de toute façon, les embargos deviendront complètement inutiles. Bon, en attendant, tout ça, ça fait les affaires de Huawei, bien entendu, parce qu'il a été exclu du marché mondial en 2019, qui lui a apporté un énorme coup, mais il a su rebondir, puisqu'il est devenu un petit peu le fournisseur d'État, on va dire, d'infrastructures 5G déjà, et puis aussi de plein de puces, de plein de matériel. Et c'est devenu un vendeur majeur en Chine, et son bénéfice net a doublé, majeur de téléphone, je veux dire, en Chine, son bénéfice net a doublé ce trimestre à 3,6 milliards, parce qu'apparemment son Mate 60 Pro se vend comme des petits pains. Il se vend qu'en Chine, mais c'est déjà un joli marché, donc voilà. On continue à parler de processeurs, mais dans un tout autre registre, on s'éloigne de la Chine, et c'est un hasard du calendrier, peut-être, Guillaume, à quelques jours avant l'annonce des processeurs M3 par Apple, il y a Qualcomm qui a présenté aussi ses puces. Oui, on parlait de rumeurs la dernière fois, il y a eu entre-temps le Snapdragon Summit, c'était le 24 octobre, et la présentation officielle donc des Gen 3 et des X Elite.
Donc les Snapdragon X Elite. Alors c'est... je l'avais parlé la dernière fois, mais je crois que j'avais dit que c'était son nom X, là c'est des X Elite, attention. Bon, voilà. Et donc ce sont eux qui ont les cœurs Orion, qu'on doit aux gens de chez Nuvia, donc cette boîte qui a été rachetée par Qualcomm en 2021 pour 1,4 milliard de dollars et qui a employé des ex d'Apple, donc qui avaient participé à l'élaboration de ces nouvelles puces ARM à l'époque, donc des M1. Donc le X Elite arrivera, enfin des M1 et des A quelque chose bien sûr. Donc le X Elite arrivera mi-2024 dans les PC et il utilise de la LPDDR5. On nous promet 136 Go de bande passante avec 42 Mb de cache. Alors les M2, c'est vrai que c'est 200 Go par seconde de bande passante, mais enfin bon, 136 c'est déjà pas mal. C'est très suffisant dans la majeure partie des cas, sauf dans des cas très particuliers. Donc dans un Elite X, on aura 12 cœurs Orion, une fréquence variant entre 3,8 et 4,3 GHz, et il n'est pas asymétrique. C'est-à-dire que tous les cœurs sont les mêmes. Donc ce sont tous des cœurs performance, en réalité, il n'y a pas de cœur, voilà. C'est comme dans les Ryzen, il n'y a pas de cœur économique. Donc ce serait 2 fois plus rapide qu'un i7 1355U, qui est une puce mobile avec seulement 2 cœurs performance et 8 cœurs économes, qui est quand même cadencé à 3,7 GHz, hein. Donc le tout sur 12 threads, donc la comparaison cœur à cœur est très difficile. Bon, voilà. Plus intéressant, il pourrait battre aussi à plat de couture un Core i7 13800H au niveau de l'efficacité énergétique, hein, c'est quand même une puce à 14 cœurs. Donc c'est quand même impressionnant. Évidemment, c'est ce que dit Qualcomm. Hein. Le X se destine donc à des ultra portables haut de gamme, comme les ThinkPad Carbone ou les XPS 15. En multithread, le X serait 50% meilleur qu'un M2, ce qui le placera en fait pas loin d'un M2 Pro, concrètement. Donc c'est très honorable, hein. On a peu d'infos sur le GPU, bon, elle est 2 fois meilleure que l'Iris Xe d'Intel et 80% de mieux que la Radeon 780 80 d'AMD. fois mieux, ça ferait beaucoup. 80 fois mieux, il serait content. Non, c'est que 1,8 fois mieux, donc c'est 80% de mieux que la Radeon 780. Bon, le Elite proposera aussi par contre un NPU, hein, donc voilà, un Neural Processing Unique pour accélérer le Deep Learning, comme le fait Apple, ou comme les prochaines puces Intel le feront aussi d'ailleurs, tout le monde va s'y mettre. Donc en gros, ça semble être une puce compétitive avec Intel et Apple, hein, et donc tout va se jouer sur le logiciel, toujours. Alors Windows 11, il est prêt pour ARM, bien entendu, mais il n'y a pas tant que ça de logiciels natifs encore pour ARM, en comparaison des logiciels PC qui sont compilés pour Intel. Tout va se jouer sur la couche de compatibilité, sur l'adoption par les développeurs de l'architecture aussi, hein, pour recompiler leurs trucs, les proposer, etc. En particulier pour les pilotes aussi, et pour les trucs un petit peu, par exemple pour les jeux, tous les anti-triches, tout ça, ça pourrait poser problème. Donc en 2024, ça sera pas le premier PC sur ARM, hein, évidemment, hein, mais bon, ça sera quand même nettement plus puissant que ce qui se faisait avant. Et puis, c'est des puces qui n'ont plus aucun complexe vis-à-vis d'Intel, quoi, hein, au niveau de la puissance. Et la couche de compatibilité, la couche d'émulation, la perte de performance pourrait être largement compensée par le punch, on va dire, de ces nouvelles puces. Donc, il y a une possibilité à voir. Donc, ça peut être assez intéressant de voir ça. Je pense qu'il y a une véritable possibilité de mettre un coin comme ça, dans le marché d'Intel, quoi. Donc du côté des Snapdragon Gen 3, ceux qui sont destinés au téléphone Android, on a eu droit aussi à quelques infos. Donc alors le Snapdragon Gen 3, il est un petit peu atypique quand même, le Snapdragon 8 Gen 3, c'est une architecture à 4 nanomètres, c'est gravé à 4 nanomètres. Il a donc 8 cœurs sur 3 clusters différents. Donc il a 3 niveaux en fait, au lieu d'avoir 2 niveaux comme d'habitude en gros, hein, c'est-à-dire performance et économe, là on a 3 niveaux. La configuration c'est 1 plus 5 plus 2. Ça, maintenant, on sera au 4-4-2 à un moment. Donc, un cœur Cortex X4, c'est le 1, hein, c'est le premier, c'est le plus lourd, c'est le plus gros. Donc, le X4, c'est pour le lourd. Donc, il y a 5 cœurs moyens pour le moyen, quoi, les travaux moyens, et 2 cœurs légers pour les travaux légers. Donc, c'est un petit peu étrange, pourquoi pas. Bon, ils ont dû faire plein de tests, hein. Le tout est cadencé à 3,3 GHz. Alors, ça va dépendre aussi des clusters d'ailleurs. Donc c'est la fréquence max, hein, et ça proposerait 30% de performance en mieux par rapport à avant, donc il proposera aussi un NPU bien entendu. Il a été pas mal question d'IA d'ailleurs, hein, au Snapdragon Summit, comme partout ailleurs un petit peu. On a fait tourner des Llama 2, on a fait tourner des Stable Diffusion en local, hein, sur téléphone, ça a été accéléré par les NPU. C'est quand même bluffant ça. C'est 2 fois plus rapide et 40% plus efficace d'ailleurs que de faire tourner sur GPU, hein, de faire tourner là-dessus. On a vu par exemple une fonction Photo Expansion, comme ils appellent ça chez Qualcomm, qui n'est ni plus ni moins que de la haute painting, hein, sur Stable Diffusion, qui est une sorte de dézoom, qu'on peut aussi avoir sur les pixels. Donc on dézoome la photo, et puis elle est complétée, hein, ce qui manque est complété de manière générative, hein, donc on fait un zoom out comme ça infini. Et voilà, donc pour l'instant, on sait
que Xiaomi est déjà sur le coup et que le Xiaomi 14 sera probablement le premier téléphone à intégrer la puce. Donc bon, après évidemment il y en aura toute une palanquée l'année prochaine. Et des fonctionnalités aussi chez Honor, notamment, qui permettent du coup de nous promettre une nouvelle interface utilisateur. Ça me semble assez révolutionnaire pour le coup. Oui, il y avait Xiaomi et Honor qui présentaient aussi des trucs au Summit. Là. Donc, alors le Xiaomi 14, il sera uniquement commercialisé en Chine. Hein. Donc c'est lui qui intègre le premier Snapdragon 8 Gen 3. Il intègre d'ailleurs aussi HyperOS, qui est la nouvelle surcouche Xiaomi qui remplacera MIUI. Donc, bon, c'est un bien beau téléphone, mais enfin bon, assez classique dans son ensemble, alors que Honor, lui, essaye de se démarquer avec une fonction de suivi du regard qui est assez remarquable, qui pose beaucoup de questions, on va dire. Donc c'est le Honor 6 qui va offrir des fonctions IA avancées et locales, donc voilà, c'était un gros argument cette année d'avoir des fonctions IA locales comme ça. Et il aurait aussi un capteur qui suivrait où tu regardes sur ton téléphone, et l'OS pourrait s'en servir comme raccourci. Donc dans la démo, il y a une femme qui regarde son téléphone et qui reçoit une notification Uber, et elle la regarde et la plie souvent en grand. Bon. Bizarrement, je suis pas super convaincu, en réalité, de l'usage de tout ça sur un téléphone. Parce que autant de la possibilité PC, ou de l'usage ? De l'usage. La possibilité, ça me paraît tout à fait possible, mais l'usage, je comprends pas trop. Parce que autant sur un PC ou en VR, je trouverais ça super et assez naturel. Tu regardes l'icône, tu cliques, c'est fini, c'est génial. Ouais. Mais sur un téléphone, tu regardes l'icône et quoi ? Il n'y a pas de bouton. Enfin, je veux dire, de toute façon, tu dois toucher l'écran. Donc, ça s'active quand tu regardes plus longtemps. Comment ça marche, tu vois ? Mais du coup, ça peut générer des faux positifs, et puis c'est plus long, alors que juste appuyer dessus. Tu vois, et puis si tu regardes sans le faire exprès, tu vois, ou que tu veux pas cliquer. Ah, ouais, ok. Je verrais bien des fonctions de survol, finalement, des fonctions où ça te complète l'information par des éléments en plus quand tu passes ton regard au-dessus. Mais bon. Ah oui, je vois, ouais, c'est possible, ouais. Mais tu vois, sur Google Maps, quand tu passes ton regard sur un point d'intérêt, ça pourrait te donner, j'en sais rien, les horaires d'ouverture, le temps pour aller jusque-là, etc. Et quand ton regard bouge, ça se mettra à jour. Je sais pas si c'est possible, mais... non, mais c'est peut-être possible. Okay. Mais tu vois, c'est intéressant, et du coup, ouais, ce serait vraiment pas mal d'avoir plus d'infos dessus. Je sais pas à quel point c'est une super idée ou pas, en fait, je sais pas pour l'instant. Ouais, en tout cas, c'est bien parce qu'ils auront plein d'informations très concrètes sur qu'est-ce que tu regardes, et du coup, ils auront plein de données pour mieux t'analyser et mieux te servir des publicités où il faut. Ce sera beaucoup plus efficace. Bon, ce sera peut-être le smartphone de demain, Guillaume, mais en tout cas, on enchaîne avec la dernière rubrique, le festival des bonnes idées, pour commencer à vous lister ce que serait le smartphone idéal, peut-être à tes yeux, Guillaume, le smartphone flexible. Pourquoi nos smartphones sont tout durs, Guillaume ? Je te le demande. Mais oui, pourquoi ils sont tout durs comme ça ? C'est vrai, une autre idée qu'elle est peut-être faussement bonne, qu'on ne sait pas trop si elle est bonne ou pas, mais qu'on a des doutes, le téléphone flexible, parce qu'il est revenu, parce qu'on avait parlé déjà, je suppose, en 2016, de téléphones qu'on peut presque enrouler autour de son poignet, même carrément en réalité. Ils sont revenus, c'est Motorola qui régale cette fois. Allez. Alors, c'est pas un téléphone pliant vraiment, c'est-à-dire qu'on le plie pas en deux. Il peut juste se plier, oui, mais un petit peu pour faire une espèce de petite arche, tu vois, une petite arche ou une petite tente qu'on peut poser comme ça sur une table. Comme un peu les nouveaux yoga d'ailleurs, si vous voyez l'idée. C'est au format tente comme ça, donc on le pose à l'envers, comme ça, en format arche à l'envers, et du coup, il y a la moitié de l'écran qui nous fait face. Donc, dans un exemple, il y a une femme qui l'utilise pour se prendre en photo, avec une fonction retardateur, alors pourquoi pas. Par contre, bon, dans la deuxième vidéo, elle commence par choisir un thème sur le téléphone avec une horloge, et après, donc, il y a l'horloge qui apparaît sur l'écran, et elle plie l'intégralité du téléphone pour se le mettre au poignet. Et comment dire, ça a l'air nul. Parce que c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop lourd, c'est énorme, c'est très moche, ça a l'air super inconfortable, ça a l'air pas pratique du tout. Enfin, je veux dire, comment tu prends un appel, par exemple ? Chaque fois que tu veux utiliser ton téléphone, qu'est-ce que tu fais ? Tu le déplies, tu le reprends, puis tu te le replies au poignet ? Mais c'est nul. Et en plus, je veux dire, tu peux l'abîmer comme ça, et puis tu peux le perdre, enfin, il peut tomber, c'est assez lourd, enfin, je sais pas. En voyant ces vidéos, je crois que je comprends pourquoi, depuis 6 ans, aucun appareil comme ça n'est sorti dans le commerce, en fait. Parce que c'est une belle démo technique, hein, parce que ça doit pas du tout être évident à concevoir, hein. Mais du point de vue de l'usage, je trouve ça un peu... Enfin, je suis pas convaincu, quoi. Je vois pas du tout l'intérêt même, mais c'est bluffant dans des vidéos. Pour vendre des smartphones, c'est très très impressionnant. Le remplaçant, Guillaume, on en parlait un petit peu dans l'épisode hebdo du smartphone, serait peut-être même un appareil qui n'a pas d'écran. Ouais, au chapitre des idées qui ont l'air bonnes, mais bon, de loin, il y a peut-être aussi finalement le AI Pin, c'est plus ou moins comme ça qu'on l'appelle en ce moment, de Humane Technology. Donc on l'avait entrevu, on l'avait même revu lors d'un défilé de mode.
Pourquoi? What the fuck? Je sais pas. C'est un appareil très inhabituel puisque c'est un tout petit machin. Ça a la taille d'un biscuit salé. Je cite, ils ont fait la comparaison au biscuit salé. Je sais pas pourquoi. C'est pas toi qui fais cette analogie. Non, ils ont une espèce de cracker. Je sais pas. Alors, effectivement, c'est un tout petit truc qui doit faire, je sais pas, 10 par 5 cm, un truc comme ça. C'est vraiment tout petit, tout léger. Donc, qu'on accroche à sa poche de chemise, de manière magnétique. On le met en tout cas contre soi, et effectivement pour qu'il y ait une caméra qui te fasse face comme ça. Super. Parce qu'il y a une caméra donc qui doit voir ce que tu vois quelque part. Bon, évidemment il a un micro, il a aussi un mini projecteur laser qui peut afficher des informations, qui peut le projeter, alors a priori sur la paume de ta main. Donc tu mets ta main devant et puis elle sert d'écran de projection. Donc ce truc est intégré avec une version custom de ChatGPT et vous interagissez avec lui en langage naturel. Donc l'appareil réagit de manière contextuelle et vous parle évidemment en retour. Donc vous lui demandez de traduire ce que vous dites en français, il le fait, et puis même le faire avec ta voix. Donc il peut parler à quelqu'un qui parle pas ta langue, pourquoi pas avec ta voix. Vous lui demandez où acheter un Kinder Bueno, il va te guider, où acheter un Kinder Bueno. Tu passes un coup de fil, pas de problème, et il peut afficher, donc sur ta main, le projecteur peut afficher des informations, mais il peut pas afficher des trucs très, la résolution a l'air dégueulasse, et c'est vraiment un truc pour afficher des infos de manière contextuelle. C'est pas un véritable bel écran, du tout. C'est un truc qui peut aussi donc passer un coup de fil, parce que c'est un téléphone. Il a les capacités d'un smartphone. D'ailleurs, il est équipé d'un Snapdragon aussi, sauf qu'il n'a pas vraiment d'écran. La manière la plus simple de le décrire, finalement, c'est que c'est une version réelle un peu de l'application de l'appareil, qu'utilise Joaquin Phoenix dans Her. Quelque part, si vous avez vu le film, c'est exactement ça. Dans la poche, il a un petit truc carré, comme ça, avec une petite caméra, et ça sert d'œil pour Scarlett Johansson, pour l'IA qui est incarnée par Scarlett Johansson. Et donc, il discute avec un truc qui ressemble beaucoup à des AirPods, en fait, et donc il discute comme ça avec elle, et il interagit de manière complètement naturelle, il n'y a jamais d'interface. Et effectivement, Human semble croire que le futur du smartphone passe par un appareil qui devient totalement transparent. C'est-à-dire un appareil qui ne se voit pas, qui n'a pas à proprement parler d'interface, puisque tout est fait naturellement. Il comprend ce que tu dis, il comprend ce que tu fais, il voit ce que tu vois, il entend ce que tu entends, et du coup, on n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'interface réellement avec des icônes, des trucs à cliquer, etc. Donc, alors, le Hypin, c'est une invention qui n'est pas si neuve que ça, en réalité, parce que ça me fait penser beaucoup à Sixth Sense. C'est pour ceux qui se souviennent, Sixth Sense, c'était un truc un petit peu comme ça, avec un projecteur aussi. Une espèce de pendentif comme ça, avec un projecteur. C'est très vieux, Sixth Sense, ça doit avoir plus de 10 ans. Et bon, ce Hypin est mentionné comme une des 200 meilleures inventions de 2023 dans le Time, ce qui est vraiment très discutable pour un appareil qui n'est pas sorti, dont on sait d'ailleurs si peu de choses. Et d'ailleurs, on peut émettre des doutes sur la pertinence du bazar, d'ailleurs, parce que, surtout quand on sait que ce truc coûterait dans les $1000 et qu'il nécessiterait un abonnement. Un abonnement, après, c'est relativement logique, puisque finalement, c'est comme un abonnement pour utiliser ChatGPT. Vous avez bien un abonnement pour utiliser GPT-4. Et comme ce truc repose sur une intelligence artificielle qui est dans le cloud, il faut pour l'instant payer. Donc, ça veut dire que c'est 1000 balles plus un abonnement. Ok. Et ce truc a l'ambition de remplacer un smartphone. En fait, il a même l'ambition de créer un nouveau paradigme pour aller au-delà des smartphones, clairement. Mais là, est-ce que je suis le seul à me demander s'ils n'ont pas fumé la moquette? Parce que, voyons voir, comment un appareil qui n'a pas d'écran pourrait remplacer un téléphone pour le grand public, alors que la vidéo est le contenu le plus consommé sur ces appareils? Comment un terminal qui est foutu d'afficher TikTok ou Candy Crush pourrait avoir le moindre espoir de remplacer le smartphone? Je veux dire, et en te rajoutant un abonnement par-dessus le marché. C'est une blague. Je veux bien que nos usages puissent évoluer, pas de problème. Mais je crois pas une seconde que les téléphones soient remplacés par des appareils qui font moins de choses. D'autant qu'un téléphone peut parfaitement donner accès à des fonctions d'intelligence artificielle, à des assistants, autant que tu veux. Donc, l'appareil de Her, il est devenu une réalité, ou presque, c'est quand même incroyable déjà. C'est quand même un machin qui vient d'un film de science-fiction, qui devient réel. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que Her, donc le film de Spike Jonze, ce film-là, il date de 2013. Et en 2013, on n'avait pas les mêmes usages du téléphone. On en était au Galaxy Note 2, on était au HTC sous Windows Phone, et on avait des BlackBerry Z10. Et oui, souvenez-vous. Aujourd'hui, le téléphone et la vidéo sur un smartphone, je veux dire, la vidéo et la photo, c'est au cœur des usages quotidiens. On fait aussi du e-sport sur téléphone mobile, tellement le jeu vidéo a évolué sur téléphone mobile. Du coup, la vision de Human, elle devient totalement rétro-futuriste. Et ça, c'est quand même assez marrant. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que ça puisse avoir le moindre succès, ce truc-là. Je sais pas si c'est une tentative désespérée, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière.
On le regardera en temps et en heure, une annonce en bonne et due forme très bientôt. Guillaume, des Cooler Screens. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des écrans qui refroidissent, c'est ça ? Non, il chauffe comme tout le monde, comme tous les écrans du monde, mais c'est ça qui est fabuleux. Il y a un truc qui essaye toujours de se répandre aux États-Unis, hein, qu'on aurait pourtant exterminé au lance-flammes, ce sont les Cooler Screens. Alors, le principe, c'est un sommet de débilité, comme nous en offre régulièrement le capitalisme débridé et décérébré, hein. Quand tu vas dans un supermarché, au rayon surgelé, ou juste au rayon frais d'ailleurs, hein, t'as des frigos avec des portes vitrées, oui, à travers lesquelles tu vois les articles que tu veux acheter. Bien sûr. Hein, ça t'arrive aussi, de ce genre de choses. Oui, tout à fait, ça m'arrive assez régulièrement. C'est assez pratique d'ailleurs, le fait que ce soit transparent, quelle belle invention. Oui. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est parce qu'on vit dans des pays du tiers-monde, tu vois, et qu'on a encore accès qu'à des magasins arriérés qui utilisent des technologies primitives. 12 heures. Parce que, je veux dire, des vitres, soyons sérieux, alors que tu pourras avoir un écran à la place. Technologie du passé, les vitres. Mais oui, un écran qui afficherait ce que contient le frigo, mais de manière plus fun. Bah oui. Avec des animations, il y a des animations et de la pub, évidemment, parce que tout cet espace publicitaire perdu, t'imagines ? Cette pub qui pourrait même être mise aux enchères, comme sur Internet, c'est un marché entier qui s'ouvre si tu as le courage d'innover, si tu oses la disruption. Et aux États-Unis, phare du monde libre, ils ont des cooler screens, qui sont des télés géantes 4K, qui sont collées aux portes de frigo. Donc, elles ont un petit ordinateur intégré qui affiche donc des animations textuelles et des pubs. Elles ont un détecteur de présence et il y a même une caméra pour filmer l'intérieur du frigo pour que la porte puisse savoir et afficher ce qu'il y a dedans. Les cooler screens ont été déployés dans des centaines de Walgreens dans tout le pays. Et c'est une catastrophe, et sur tous les plans imaginables. Alors, comme si mettre un écran sur une vitre... Quoi ? C'est pas pratique en plus. Ah mais non, c'est pas pratique. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, déjà, tu mets un écran sur une vitre pour afficher ce qu'on pourrait voir par la vitre s'il n'y avait pas l'écran. Donc déjà, c'est stupide, c'est honteux. Mais en plus, les cooler screens le font très mal, parce que les écrans plantent, chauffent, les animations frisent, et l'état des stocks dans le frigo est presque toujours faux. Parce que, alors bon, évidemment, c'est une catastrophe écologique, c'est vraiment la peine de le mentionner, parce que c'est une catastrophe écologique, parce que ça revient à avoir une porte qui consomme de l'électricité, mais pas seulement. Parce que les écrans 4K sont des écrans HDR qui doivent avoir une très forte luminosité, parce qu'ils sont en plein soleil, ils sont sous le fort éclairage des supermarchés, donc il faut qu'ils envoient énormément. Donc ils chauffent beaucoup, bien sûr, et donc ils doivent être refroidis, donc on se retrouve avec une porte de frigo qui chauffe et qui fait du bruit. Cerise sur le gâteau, la chaleur produite par les portes doit être compensée par la climatisation, et malgré tout, ça surchauffe le système Surplus qui est embarqué, de sorte que souvent il doit ralentir régulièrement, et bon, à mon avis, il doit ralentir, c'est pour ça qu'il y a autant de bugs, et évidemment, au plus tu chauffes, au plus la durée de vie générale des composants en souffre, donc au plus les composants vieillissent prématurément, ce qui expliquerait assez facilement les nombreux dysfonctionnements de ces conneries. De manière fort surprenante, Walgreens a été déçu par les portes cooler screen. Et il essaye de s'en débarrasser. Quoi ? Les tests n'ont pas été concluants, c'est ça ? Ah ben les tests, mais ils ont déployé ça dans des centaines de trucs. Hein. Ils avaient le projet d'en mettre absolument de partout. Je pensais pas que ça avait été autant déployé. Ok. Tout le monde a râlé, ça a été. C'est encore un scandale. Et il y en a encore beaucoup. Parce qu'ils tentent de s'en débarrasser, mais Cooler Screens, ils les attaquent pour rupture abusive de contrat. Et ils essaient de vendre leur merde à d'autres magasins, bien sûr. Ça continue, hein. C'est magnifique. Alors, certains parlent de capitalisme en phase terminale. Moi, je serais pas si optimiste. Parce que phase terminale, ça veut dire que c'est bientôt fini, tu vois, que ça peut pas être pire. Mais moi, je suis sûr que si. Ah, c'est quand même remarquable de s'imaginer qu'il y a des types qui ont validé des investissements avec ce sujet-là. En s'imaginant quoi ? En s'imaginant, c'est quand même mieux qu'on affiche avec un écran ce qu'on peut voir à travers une vitre transparente. Ah, écoute. On termine, Guillaume, tu voulais nous parler d'accuser son propre avocat, c'est ça ? Oui, des petites nouvelles du procès FTX, parce qu'il continue, et puis voilà, c'est toujours rigolo quand même, c'est tellement une comédie, c'est terrible. Bon, là d'ailleurs, finalement, SBF va témoigner, donc Sam Bankman-Fried va témoigner à son propre procès, au procès d'FTX, hein, donc la bourse crypto, l'empire crypto même, qui s'est effondré il y a quasiment pile un an d'ailleurs. Donc jusqu'ici, c'était les employés, les amis, voire les petites amies de SBF qui ont témoigné, qui ont essayé de se dédouaner en se déchargeant sur lui, bien entendu, de manière plus ou moins convaincante d'ailleurs. Hein. C'est tout à la base de « je savais pas, moi je suis un pauvre codeur, je fais ce qu'on me dit, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Bon, même si par ailleurs j'ai reçu un crédit à taux zéro de 3 millions pour m'acheter une baraque, un prêt d'ailleurs, qu'il n'y avait aucun papier, que d'ailleurs je suis pas forcément forcé de rembourser, bon, bref. Là, c'est au tour de SBF de parler.
Et bon, il va aller en tôle, hein, c'est clair, lui, il n'y a pas de problème. Il a essayé d'esquiver les questions, plus ou moins, alors il se rappelle pas, il se lance dans des discours pour noyer le poisson, il marmonne tout le temps, il marmonne tellement qu'on lui dit de se taire, carrément. Tu dis au mec qui lui pose une question d'arrêter de parler, parce que c'est... Bon, donc en gros, il essaye de noyer le poisson, ça marche pas, il est pas très doué pour ça, visiblement. Donc il a décidé de faire porter le chapeau au juriste de l'entreprise. Alors, c'est ballot qu'il a engagé un avocat qui avait déjà des casseroles au cul, délit d'initié, drogue, scandale, bon. Cela dit, SBF lui-même n'est pas juriste, il dit. Donc voilà, il avait confiance que tout allait bien se passer puisqu'il avait engagé un pro. Bon. Donc c'est modérément convaincant et surtout c'est très risqué parce que ce que tu dis à ton avocat, c'est confidentiel. Donc ça peut pas être utilisé dans un procès. Bon, ok, c'est secret professionnel, tu vois. Bon, et puis c'est des trucs qui sont souvent délicats. Donc si tu commences à balancer ton avocat, tout ce qui s'est dit entre toi et lui peut devenir public. Ouais. En général, c'est pas très très bon pour toi. Bon. Donc en gros, il est cuit. Ok, tu voulais pas rebondir plus loin que ça, tu voulais juste dire qu'il était cuit. Oui, je pense que malheureusement, je sais pas, en tout cas son sort m'a l'air d'être clairement écrit et son destin tout tracé. Merci beaucoup Guillaume pour cette veille, je reste estomaqué par les couleur screens là, je n'avais vraiment pas vu ça passer et effectivement je reste un petit peu estomaqué, pour moi c'est du même ordre que si c'est ouvert n'entrait pas, mais en pire. Ouais, mais en pire. C'est désespérant. Écoute, merci infiniment Guillaume pour ta veille et ton regard sur l'actualité des nouvelles technologies. Je pense que nos auditeurs ont un regard, eux, de leur côté, assez complet sur tout ce qui se passe. En attendant, on ne peut que vous inciter, si jamais vous trouvez que Tech Café vous est utile et vous divertit, à jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien à la hauteur et sur la durée qui vous sembleront les plus justes. Et puis, bien entendu, d'évaluer sur Apple Podcast et Podcast Addict Tech Café pour dire tout le bien que vous en pensez, afin que des auditeurs qui découvriraient des podcasts tech sachent à quel point Tech Café est de qualité. Guillaume, il est temps, avant qu'on se dise au revoir, de nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver. Moi, je vais me chercher un pot de Häagen-Dazs pour finir la soirée là, dans mon frigo, sans écran. Je vais savourer le fait que mon frigo soit sans écran, parce que va savoir, peut-être un jour, on ne vendra plus de frigo sans écran. Ah, punaise, oui, effectivement. Mais ce sera tellement pratique de savoir, sans l'ouvrir, ce qu'il y a à l'intérieur, voyons. Enfin, c'est ça qu'il faut voir. Merci, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez un petit peu partout. Guillaume Vendée. J'ai pas suffisamment d'exposition et de notoriété pour avoir des usurpations. Il suffit que je dise ça, à mon avis, pour qu'on crée des faux comptes Guillaume Vendée. Comme ça me permettra de ne pas faire la même conclusion. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'écouter Tech Café. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.